Au fond, il n'a pas été clair. Donc, quand on n'est pas clair, c'est comme ça. Hein. Il n'a pas été Mais clair. Cela se manifestait comment? Parce que quand vous dites qu'il n'a pas été clair, il avait dit selon l'article 11, lorsqu'il décidait celui qui allait prendre sa place, c'était le président de l'Assemblée nationale, c'est ce qui était dans la Constitution. Oui, oui. Donc Ouais. on se disait de facto, c'est le président Henri Konan Bédié Oui, effectivement. qui allait diriger jusqu'aux prochaines De toute élections. façon, Houphouët-Boigny, il avait dit hein, depuis les années 70, il avait dit, ça y est, dans le livre de Samba Diarra, avant de mourir, il laissera un Akan au pouvoir. Et donc ça c'était prévu, on ne va pas rentrer dans les détails, on sait quelles sont les acrobaties qui ont été faites pour que Bédié revienne des États-Unis, qui se retrouve président de l'Assemblée nationale et que le président Philippe Yassé soit éjecté, tout ça. Donc il y a eu tout ça, et puis bon, voilà. Et donc moi très jeune, très tôt, j'ai lu le livre de Samba Diarra, j'ai lu l'actualité, donc je comprenais un peu toutes ces manigances là, toutes ces acrobaties, donc je pense que... Et puis bon, voilà, l'héritier malheureusement n'a pas été sage, parce que si on avait organisé des élections libres, transparentes, juste après le départ d'Houphouët, En 95, en oui. 95, les Ivoiriens allaient choisir leur président, et puis on n'allait pas être là. D'ailleurs, à l'époque, Alassane Ouattara n'allait pas être élu, puisqu'il n'était pas vraiment connu. Il a été Premier ministre d'Houphouët-Boigny, et il n'avait pas une interdiction officielle d'aller faire des visites dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais ça ressemblait à ça, puisque durant toute la mandature, enfin, durant tout le temps qu'il a fait en tant que Premier ministre, il n'est pas allé dans le nord, etc. Donc, du coup, je pense que tout est parti de là. 95. Avec le boycott, avec le Front républicain. Le Front républicain, Gbagbo et Bédié, Alassane qui se mettent ensemble. C'est ça. Pour boycotter les élections, etc. Les casses qu'il y a eu à Odiouné, la préfecture a été mise à feu carrément, alors qu'on avait l'une des plus belles préfectures du pays. Donc il y a eu des trucs un peu partout. Donc je pense que tout est parti de 95. Et c'est cette année-là qui m'a inspiré, que j'ai écouté, j'ai commencé à composer la chanson du titre Mangécratie. C'est là qu'il y avait Mangécratie, c'est là qu'il y avait Arrêtez-moi tout ça là, on a déconné, etc. Et donc tout est parti de là. Vous aviez compris à cette époque que la Côte d'Ivoire allait droit dans le mur? Oui. Oui, je pense que la manière dont les choses étaient faites, évidemment, il fallait s'attendre à des choses. Parce que quand les équipes décident de choisir les adversaires, ça crée des problèmes. C'est ça. Voilà. Si on dit aujourd'hui à l'équipe de Djenné, par exemple, de choisir son adversaire, je ne pense pas qu'ils vont choisir Chelsea. Hein. Non, pas du tout. Donc, voilà. Donc, je pense que... Ils vont choisir une équipe à leur portée. Mais bien sûr. Donc, je pense que toutes ces manipulations ont fait que... voilà, tout était mis en place pour qu'il y ait du feu, parce que moi j'entendais un peu les gens grogner, les gens... Parce qu'en ce moment-là, vous savez, sous Houphouët-Boigny, on connaît, on se disait pas tel est ivoirien, tel est ceci, c'était pas... Voilà. Moi, j'avais des amis béninois qui me rendaient service. Et moi, j'avais une moto, j'allais au lycée, le jeune que je transportais, alors que j'étais ado, j'aurais pu transporter des filles. Mais le jeune que j'ai transporté tous les jours, c'était un jeune guerrier qui s'appelait Ba Maxime. Donc on n'avait pas cette différence on cherchait pas quoi en fait. On était ensemble, on était béninois, togolais, ivoiriens, on était ensemble et donc voilà. Le béninois il collait les pneus des motos, ainsi de suite. Donc c'était une belle époque. Et puis bon, les politiques ont décidé de mélanger tout ça. Et moi, j'ai compris ça tôt, et c'est tout ça qui m'a inspiré pour que je fasse le titre Mangécratie. Du coup, dans un tel climat aussi délétère, la Côte d'Ivoire connaît son tout premier coup d'État en 1999. Est-ce que vous, qui aviez écrit cette chanson, vous attendiez à une telle déflagration de la situation sociale? Ah oui, moi je m'attendais à ça parce que j'écoutais les gens, je savais qu'il y avait des tensions, mais que les gens n'osent pas s'exprimer, et que c'est d'ailleurs en ce moment qu'on a entendu parler de mandat international. Un mandat international, oui, c'est en ce moment que les politiciens ivoiriens ont créé ça, en fait. Ils n'ont pas créé, ça existe, mais
les premiers mandats, c'est vrai qu'il y a eu des mandats sous feu contre Gbagbo, mais voilà, les mandats internationaux, c'est en ce moment qu'on a entendu, donc voilà, tout était fait pour garder le pouvoir. Il y avait pas, c'était pas de la politique, c'était j'ai le pouvoir, je choisis mes adversaires, je fais ce que je veux. Et donc, je pense que tout a commencé là. Et moi, j'avais vu ça. J'étais jeune, mais à partir du moment où je me suis rendu compte que le reggae rime avec la politique, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'actualité politique. Voilà. Mais est-ce que, si on devait refaire l'histoire, est-ce que vous pensiez que ce coup d'État était la solution? Écoutez, les coups d'État ne sont jamais une bonne solution. Voilà. Ils ne sont jamais de bonnes solutions. Mais évidemment, quand vous avez des gens au pouvoir qui ne veulent rien entendre, qui pensent que le pays les appartient et qui ne veulent pas écouter, qui veulent rien, donc il n'y a pas d'autre manière de leur montrer que le pouvoir n'est pas leur propriété, que le pouvoir est au peuple, et que tous les fils du pays ont le droit d'être sur ce fauteuil-là. Et malheureusement, c'est ce qui a été fait, parce que on vivait un moment difficile. Hein. Moi, j'avais un jeune Français dans mon groupe qui me disait ça va péter. Tout le temps, parce qu'eux, ils avaient des infos au niveau de l'ambassade de France, je crois. Donc 2 ans avant que ça pète, et ils savaient déjà que ça va péter. Bon, donc que ça va péter, je veux dire. Donc disons que un coup d'État, c'est jamais une solution, parce que ça fait de nouveaux riches, ça fait des gens qui découvrent l'argent, et donc voilà, des gens qui touchaient peut-être 150 000 francs, qui tombent sur des milliards, qui disent waouh, voilà. Et donc c'est jamais la solution, mais quand c'est serré, puisque ces militaires là sont des enfants du ghetto, voilà. Et donc ils se disent, il faut nous pour débloquer cette situation. Et donc je pense que elle aurait pu être une bonne solution si Gueye avait respecté ses engagements. Parce qu'il aurait fallu simplement que Gueye organise les élections. Et qu'il parte du pouvoir, ouais. Et qu'il laisse tout le monde se présenter, y compris Bédié qu'il a renversé. C'est ça. Il est là, il fallait laisser Bédié se présenter, Alassane Ouattara se présenter, Gbagbo se présenter, et puis lui il est l'arbitre. Et puis celui qui gagne, il lui laisse le pouvoir, et puis il dirige la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça allait permettre à Gueye Robert de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Avant d'arriver à la période de 2002, où on assiste à la véritable première crise militaro-sociale en Côte d'Ivoire, lorsque vous parlez à cette étape, on a l'impression que quelque part, l'échec de la vie sociale en Côte d'Ivoire aujourd'hui est imputé en grande partie aux hommes politiques qui, depuis 1994, depuis la mort de Fou-Boigny, n'ont fait qu'échouer, faire de mauvais choix. Le cas, par exemple, de Bédié tout à l'heure, Henri Konan Bédié, le cas de Gueye, à mi-parcours. Tous ces échecs-là sont portés par les hommes politiques, quelque part? Mais de toute façon, il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire. Hein. Côte d'Ivoire, c'est hors de toi que je m'y mette. Côte d'Ivoire, c'est... Je m'en fous. Je veux que lui devienne président, même s'il ne fout rien, même s'il n'y a rien. Au moins, quand il devient président, je peux dormir tranquille. Il faut que ce soit mon frère du même village, il faut que ce soit le gars de ma région, il faut que ce soit le gars de mon ethnie, etc. La Côte d'Ivoire, c'est un peu ça. La Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est un pays très très difficile, puisque... Pour moi, il n'y a pas de vraie politique en Côte d'Ivoire, en fait. Parce que, voilà, moi je... Vous avez l'impression qu'ils sont tous en quête d'un mieux-être avec leurs différents clans, quelque part? Bien sûr. C'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit que... Voilà, même si c'est l'opposition, qu'on veuille ou pas, Alassane Ouattara, il a quand même transformé la Côte d'Ivoire. On va y arriver, voilà. Mais bien avant... Et donc, oui. Bien avant, lorsqu'en 1999, vous dites qu'il n'y avait pas un discours social, c'est ce qui a fait qu'il y a eu le coup d'État. Est-ce qu'en 2002, cette situation prévalait? Il n'y avait pas ce discours social, c'est ce qui a amené la crise de 2002, oui, selon vous? Bien sûr, c'est ce qui a amené la rébellion. Je pense qu'après le forum de la réconciliation, si le gouvernement Laurent Gbagbo avait suivi exactement les résolutions qui ont été prises lors du forum de la réconciliation en 2001,
on allait éviter la guerre. Il aurait fallu simplement tenir compte des résultats de ce forum et puis tenir compte de tous ces jeunes militaires qui sont en exil, trouver une solution pour les faire rentrer. Et puis voilà, parce que de toute façon, le président Gbagbo avait dit qu'il a été élu dans des conditions calamiteuses. Tout à fait. Bon, lui, en tant que démocrate, quand tu es élu dans des conditions calamiteuses, ben, tu essaies de rassembler les morceaux. Et malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Je pense que, comment on appelle, le système qui était en place sur Guéhi a été reconduit sur Laurent Gbagbo, qui pourtant a été associé de Alassane Ouattara au Front républicain quelques années en arrière. C'est ça. Et donc, voilà. Et donc, je pense que c'est l'échec du Forum de réconciliation qui a amené la rébellion. Et pour beaucoup aussi, ceux qui sont les détracteurs du président Laurent Gbagbo, ils se disent qu'il a été laxiste aussi, on va dire, par rapport à cette rébellion qui se formait au nord. Et qu'il a vu les choses venir, mais il n'a pas réagi. Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, de toute façon, je pense qu'il ne pouvait pas. Si, voilà, je pense que les injustices étaient telles que, les frustrations étaient telles que. Et je ne pense pas que, même s'il savait qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Parce que mais vu que vous dites qu'il aurait dû échanger avec les militaires, d'aucuns qui avaient été brimés sous l'ère Guéhi, et qu'on savait qu'ils étaient partis, il aurait pu échanger avec eux. Voilà, c'est ça, j'ai dit, voilà, s'il avait fait ça. J'avais pas bien compris la question. Tout à fait. Effectivement, s'il avait fait ça, je pense qu'on allait éviter tout ça. Il aurait fallu que Laurent Gbagbo dise, écoutez, moi j'ai été élu dans des conditions calamiteuses. D'ailleurs, il a dit, dans l'élection Miss, c'est pas toujours la plus belle qui est élue, qui est choisie, je veux dire. Tout à fait. Donc, il pouvait dire, voilà, je suis pas forcément bien élu, mais je suis quand même celui qui a été élu, là. Et tout le monde sait que je suis l'opposant historique contre Houphouët-Boigny. Et puis bon, voilà, laissez-moi faire mes 5 ans. Je vous promets que dans 5 ans, des élections libres et transparentes seront organisées, tout le monde sera candidat, et puis entamer tout de suite des démarches pour faire venir tous les exilés, voilà, je pense que ça nous aurait fait éviter la rébellion et tout ça. Et puis la Côte d'Ivoire allait se retrouver sans rébellion, je veux dire. C'est clair qu'on ne va pas refaire l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, mais vous, lors de la gouvernance de Laurent Gbagbo, vous n'aviez toujours pas été tendre avec lui. C'est toujours le cas en ce moment? Oui, je pense que c'est le cas. On ne peut pas m'obliger à suivre quelqu'un, suivre Gbagbo. Je peux pas, tu vois, je respecte tous ceux qui suivent Gbagbo, qui croient en lui, voilà. Mais moi, mon soutien à Gbagbo, ça s'est arrêté quand il n'était plus opposant. Parce que quand il était opposant, vous savez, à Odiéné, le FPI a eu beaucoup de mal à s'implanter. Il y avait une seule famille, d'ailleurs une ou deux familles que je connais, dont une qui est très connue, une des familles Touré, donc il y avait cette famille-là, et les gens ne les parlaient presque pas. Mais moi, en tant qu'artiste, nous on parlait, tu vois, on les croisait, enfin ils venaient nous voir parce qu'ils avaient besoin de se faire connaître, donc ils voulaient se frotter un peu aux artistes. Et donc voilà. Et donc pour moi, c'est peut-être, c'est un grand homme, je vais dire. C'est un grand homme politique qui nous a libérés en Côte d'Ivoire quelque part, hein, parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu le multipartisme, c'est grâce à lui qu'il y a eu la liberté de la presse, enfin, qu'il y a eu plein de journaux. Il y a eu quelques acquis démocratiques quand même, par son impulsion. Bien sûr, mais je pense que sa gestion était assez spéciale et que, voilà, que pour moi, même pendant les 10 ans, moi, je n'ai pas vu d'action panafricaniste de Laurent Gbagbo. Même Bleu Goudé a été plus panafricaniste, puisque Bleu Goudé a organisé des congrès en Côte d'Ivoire où il y a des jeunes qui sont venus de différents pays. Il y a eu des réunions sur l'Afrique, etc. Donc voilà, l'homme n'arrive pas à accrocher, parce que je pense qu'il a raté plein de trucs qui ont fait que, bon, voilà, malheureusement, je veux qu'on me donne ce droit-là. Voilà. Bah, c'est clair. Voilà, c'est ça aussi la liberté d'expression. Je respecte tous ceux qui sont derrière Gbagbo, parce que je suis pour la liberté de penser.
Voilà, mais bon. Lorsqu'on parle forcément du président Laurent Gbagbo, on parle du président Alassane Ouattara. Quelle est sa place, lui, justement, dans votre cœur? Ben, je pense que je fais partie de ceux qui ont lutté pour la justice, pour qu'il soit candidat. Et je pense que je fais partie de ceux qui pensent que, voilà, aujourd'hui, il a un résultat positif, parce que il y a, sur le plan développement, la Côte d'Ivoire est beaucoup avancée aujourd'hui, sur le plan économique, beaucoup avancé, sur le plan positionnement de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est positionné aujourd'hui, sur le plan stabilité aussi, c'est un pays qui est stable aujourd'hui, mais avec des injustices, avec des inégalités que d'ailleurs nous dénonçons dans nos chansons. Et que je continue, personne ne peut me reprocher ça, que ce soit sous Gbagbo, sous Gueye, sous Alassane Ouattara. J'ai toujours pris mon micro pour dénoncer les injustices. Mais je pense que Alassane Ouattara, aujourd'hui, a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire sur le plan développement et que Laurent Gbagbo a beaucoup fait sur le plan de la liberté de pensée et d'expression. En tout cas, chacun des leaders a pu apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire et c'est surtout ça. Vous avez parlé d'inégalité, de pas mal de choses qui ne sont pas aujourd'hui assez claires sous le président Alassane Ouattara, même s'il y a ce développement qui saute à l'œil. On va revenir sur certains points où aussi ces détracteurs parlent de cet endettement aussi dithyrambique. Quelque part, lorsque vous parlez d'inégalité sous le président Alassane Ouattara, vous indexez quoi, justement, comme inégalité, bon, comme injustice? Je sais que, bon, évidemment, il y a des gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être. Je ne veux pas généraliser, parce que, voilà, c'est un pouvoir, et donc, ils savent des choses que moi, je ne sais pas. Tout à fait. Voilà, mais je pense que, voilà, aujourd'hui, voilà, il y a des injustices, comme ça que je peux dénoncer, mais sinon, quand les gens parlent d'endettement ou quoi, voilà, je ne veux pas ici parler pour le gouvernement ivoirien, mais ce que je sais, c'est que l'argent emprunté par le gouvernement américain pour faire la guerre au Vietnam, le gouvernement américain est en train de payer ça encore, jusqu'à aujourd'hui. L'argent emprunté par l'État français pour faire le métro, jusqu'à aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui sont en train de payer. Tout à fait. Et donc, quand j'entends les Ivoiriens dire le pays est endetté, si on n'avait pas de preuves, en fait, si le gars il avait pris l'argent pour aller mettre dans des comptes en Suisse, etc., et puis faire sa vie, mais quand on voit des routes, des ponts, quand on voit des preuves, on se dit, bon, voilà, le gars il ne va pas mourir avec ça. Vous voyez un peu. Le gars il ne va pas mourir avec ça. Et donc, il y a des Ivoiriens qui disent, non, il y a des péages. Il y a trop de péages, on paye. Mais en même temps, quand ces Ivoiriens vont au Maroc, ils montent dans le taxi pour quitter l'aéroport, aller en ville, ils payent. En même temps, quand ces Ivoiriens viennent en France, ils payent les péages. Et donc, dans la manière de gouverner un pays, une génération peut endetter l'autre. Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les routes qui sont en train d'être faites, c'est nous qui allons rouler dessus. Et donc, en roulant dessus, on ne sait pas, peut-être qu'on est en train de... On paye aussi. C'est ça. Mais, donc moi, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Quand on dit non, c'est tous les pays, même la France est endettée. Si vous faites des recherches, vous allez trouver que les États-Unis sont endettés. En tout cas, que la France est le système de financement mondial. Voilà. C'est reconnu, ouais. Donc, tout le monde est endetté. Donc, l'essentiel, c'est de voir des faits. Et aujourd'hui, moi, quand je quitte Abidjan, que je vais aller dans mon village, à Gbeleban, dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais je ne quitte pas le goudron. Et ça, c'est aujourd'hui, en passant par Bouaké, Boundiali, etc. Et donc, il y a même beaucoup de bastions d'autres partis politiques qui ont eu plus d'électricité sur Alassane Ouattara. Mais est-ce que malgré tout ça, beaucoup ne reste pas à faire tout de même? Parce que toutes les villes ivoiriennes ne sont pas loties à la même enseigne en termes de développement, que ce soit au niveau des infrastructures routières, des infrastructures hospitalières. Est-ce que beaucoup ne reste pas à faire? Il y a beaucoup qui reste à faire. Et je pense, et sans défendre le gouvernement en place, mais je pense qu'un seul président ne peut pas tout faire. Si vous voyez la France, vous allez trouver que le général de Gaulle a posé des actes. Tout à fait. Qui sont différents des actes que je ne vais pas laisser, voilà, je vais sauter Pompidou, tout ça, Giscard, tout ça, mais je vais atterrir tout de suite chez François Mitterrand. Vous allez trouver que François Mitterrand, en tant que socialiste, a fait avancer des choses. Beaucoup. Et donc, je pense que, voilà,
c'est un peu difficile de demander à un seul gouvernement de tout faire. D'ailleurs, si ce gouvernement fait tout, quel sera le rôle de ceux qui vont venir après? En tout cas. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer, mais sur le plan développement, je pense que toi et moi, ou n'importe qui, les Ivoiriens, en tout cas, les Ivoiriens dans leur ensemble, c'est vrai que nous, en tant que journalistes, c'est l'exercice, mais les Ivoiriens dans leur ensemble saluent en tout cas cet élan de développement. Mais il y a une part d'ombre qui a été révélée, on va dire, par un député ivoirien, que je vais citer ici, Diaoufoué, qui disait, oui, lui, en tant que député de Yopougon, il voit qu'il y a certes le développement, mais un CHU comme celui de Yopougon est fermé depuis quelques années. Quel commentaire vous faites sur ça? Ben, je souhaite que le CHU soit ouvert pour que les populations de Yopougon puissent venir se faire soigner. Mais comment est-ce que ça peut s'expliquer? En fait, je ne connais pas les raisons. Je ne sais pas si c'est pour un problème de budget ou bien si c'est des stratégies du gouvernement. Je ne sais pas. Vous savez, ça, c'est la politique. Vous savez, on aurait pu dire à l'époque pourquoi les villes de Yamoussoukro sont goudronnées alors qu'il n'y a pas de voitures là-bas, alors qu'à Odiéné, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, ou bien à chaque ville, il n'y a pas de goudron. Chaque ville, le pont n'est pas fait, alors qu'il y a des kilomètres de goudron qui ont été dépensés à Yamoussoukro inutilement. Bon, donc ça, c'est dans la tête des politiques. Donc je ne connais pas les détails. Je ne sais pas si c'est un problème de budget ou bien si c'est un truc stratégique. Ce qui serait étonnant quand même qu'on ferme un hôpital pour punir une population sous prétexte que cette population n'est pas acquise à vous. Et donc, je pense que c'est un peu cynique. Bon, c'est vrai que la politique est cynique. Mais bon, voilà. En tout cas, je ne peux pas savoir puisque je ne connais pas les raisons. Peut-être que si on demande au ministre de la Santé, il pourra dire, bon, écoutez, c'est le problème du budget, ou bien les travaux sont en retard, ou bien on a d'autres priorités, on ne sait pas. Mais je pense que, voilà, je ne veux pas aller penser jusque-là, jusqu'où les gens y vont. C'est-à-dire, genre, Yopougon, c'est le bastion de l'opposition, donc l'hôpital n'est pas ouvert, quoi. Bon, je ne vais pas jusqu'à là, mais bon, tout est possible dans ce pays. Tout à l'heure, lorsque vous parliez d'injustice, par exemple, on a vu ces derniers temps, en griffe, c'est vrai, dans ce flot de développement, en griffe cette intimidation des leaders de l'opposition qui, lorsqu'ils marchent, ils sont de facto interpellés ou emprisonnés. On a vu le cas avec Damanan Picasse. Quel commentaire vous en faites? Bon, moi je pense que ça, c'est des cas que je condamne. Je condamne fermement parce que je suis un défenseur de la liberté d'expression. Je suis aussi un défenseur de la liberté d'opinion, etc. Et donc, ces arrestations sont condamnables. Mais en même temps, c'est dans ce jeu politique ivoirien qui, pour moi, n'est pas de la politique. C'est-à-dire que ceux qui reprochent ça aujourd'hui au pouvoir en place, ils l'ont fait hier. Ainsi de suite.